gens vont rentrer, sortir. Bonjour, M. Kussman. Non, c'est toujours la même chose, toujours le petit signe. Êtes-vous seul? Êtes-vous seul? Oui. Dans ça? Oui, ok. Est-ce que c'est tout sur votre nom? Vous présentez toujours en anglais? Ok. Est-ce que j'avais... Ok. Moi, j'avais un titre en anglais. Reste 2 minutes. Les gens ont changé de salle. Oui, c'est dans d'autres salles. Les gens qui prennent un peu plus de temps. Oui, oui, tout à fait. Je vais marcher un peu. Tout à fait ouvert à ça. Allez-y. Collège à Hansik. Oui,
Notre prochaine conférence est donnée par M. Nicolas Chrisman du réseau Géoïde. Professeur Chrisman détient un bac SR de l'Université of Massachusetts in Amherst en géographie et un doctorat de University of Bristol aussi en géographie. Actuellement, il est professeur titulaire en sciences géométriques à l'Université Laval avec charge principale comme directeur scientifique du réseau Géoïde. Il a fait carrière depuis 39 ans dans la recherche sur les systèmes d'information géographique aux universités Harvard, Wisconsin et Washington avant d'émigrer au Québec. Et le voici, il va vous présenter une conférence sur la géomatique pour des interventions et des décisions éclairées, Geomatics for Informed Decision. Merci. Bonjour tout le monde. On peut voir que construire un programme de conférence, c'est une grosse casse-tête et que messieurs, mesdames, les gestionnaires de cette belle 2 jours de géomatique avaient plusieurs objets à mettre ensemble dans des sessions. Alors, ils ont pris 2 qui prenaient le 3D, c'est ça le 3D, puis il y a un slash, puis ça commence une deuxième session. Alors, voici, vous allez avoir 2 conférences qui vont peut-être suivre un peu plus sur éducation et relève, mais ce qui rassemble tous les 4, c'est que ce sont des conférenciers qui viennent de la ville de Québec, plus ou moins. Et alors, on vous montre ici tout ce que peut apporter la zone La Baume de vendre notre poulet ou tout autre besoin que vous avez à commander. Alors, je ne présente pas exactement l'éducation ou la relève, mais je vais en aborder un peu parce que je présente le réseau Géoïde qui est en existence depuis 13 ans. Et alors, je veux un peu faire un bilan de ce réseau à vous, les actionnaires, un peu, parce que c'est le gouvernement fédéral qui a investi 40 millions de dollars dans ce réseau dans les 14 ans de sa vie. Alors, vous devez savoir un peu qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce que ça va apporter pour l'ensemble de la société et pour le secteur géomatique. Je vais vous montrer très rapidement un peu ce qui se fait et puis bien sûr vous inviter à venir à Québec au mois de mai prochain. Alors, le réseau Géoïde à ce moment-ci, c'est essentiellement des étudiants appuyés par les professeurs, appuyés par les partenaires industriels et les autres genres de contacts dans le milieu d'utilisation. À ce moment, nous avons 23 projets en cours que je vais mentionner bientôt. Ce n'est pas que la géomatique, bien sûr. Il y a beaucoup de disciplines. Vous pouvez voir là que chacun des disciplines impliquées, ça fait une petite tranche de tarte. Les couleurs ne sont pas bien faites. Ça, c'est à cause du fait de copier-coller avec du PowerPoint. Ça ne marche pas. Et je ne sais pas comment les rechanger après. Si vous avez des conseils, bienvenue. Mais à part le réseau à travers le Canada, nous avons construit aussi un réseau à l'international très fort qui va aider dans le futur. Nous avons créé une entité, le Global Network for Networks, qui sert à animer les relations entre tous les groupes à travers le monde. Le plus proche
dans le sens structurel, c'est le CRCSI, c'est le Cooperative Research Center for Spatial Information en Australie. Le Centro Geo au Mexique, c'est un peu plus un centre, mais quand même avec un genre de réseautage. Le Korean Land Spatialization Group, pour ceux qui comprennent l'anglais, s'il y a quelque chose qui est perdu dans la traduction du coréen, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, là. Mais pour les Coréens, ça marche bien. Ils ont investi en 3-4 ans, 120 millions de dollars américains. Alors, c'est pas mal de sous pour faire beaucoup de choses comme le 3D qu'on a vu. Les Coréens le font parce que leur ville, c'est vraiment en 3 dimensions. Future Position X, c'est un autre groupe plus commercialisation dans une partie de Suède, dans une ville au nord du Suède. On a des liens aussi très forts avec le regroupement Cassini qui se renomme tous les 3 ans, tous les 8 ans, il se renomme. C'était Sigma, c'était Magis, et puis après ça va faire Gisam. On ne sait pas trop là, qu'est-ce que ça va faire. Mais quand même plusieurs regroupements à l'international. Pour arriver au bilan, l'idée était de faire des résultats dont le titre du réseau, c'était l'aide à la décision. J'ai pas fait constater au départ qu'il y a 2 niveaux d'aide à la décision dans notre nom. En anglais, c'est juste de faire informed decisions, pas simple, mais en français, c'est décision éclairée. Écoute, ça fait toujours plus dur de travailler en français, comme vous savez bien, peut-être. Et pardon mes changements d'accent parce que j'ai juste 7 ans au Québec, alors j'essaie à perdre mon accent plus français. Mais c'est sûr, la recherche, ça commence avec les avances scientifiques en lien avec des besoins sociaux, c'est-à-dire quelque chose qui sert à quelqu'un. Peut-être la commercialisation, il y a peut-être beaucoup d'emphase avec le gouvernement fédéral canadien à ce moment à faire de la commercialisation. C'est pratiquement tout ce qu'il finance maintenant au CRSNG pour les réseaux et tout ça. Nous avons fait la pratique de ça et ça a marché en certains cas. Mais ce n'est pas toujours le seul de nos besoins. Et puis, c'est les grands défis pour la population, pour la planète. Il y a besoin de nous placer, de penser sur le viser grand, sur ce qui a besoin d'être résolu dans les années à venir. Pour la géomatique, comme on sait bien, là, on peut bien faire au détail, au niveau d'un lot cadastral, là, comme on a vu, ou bien à l'échelle planétaire. Il y a beaucoup de questions d'échelle. Alors, je vais vous montrer un exemple en sciences qui m'attire beaucoup, qui vient d'un projet terminé de phase 3, qui était de l'année 2005 à 2009. C'était un projet sur les mouvements des somonos, les juvéniles, et comprendre comment les effets de l'environnement
à entraîner, contrôler le comportement, la reproduction des saumons atlantiques sauvages. C'est une affaire très interdisciplinaire, là. C'est côté écologie. On avait des universités qui étaient intéressées avec ça. Pour la gestion des ressources, on avait le côté plus ressources naturelles, pêche et océan, et puis les pêcheurs eux-mêmes, et la géomorphologie, le tracking, toutes sortes de compagnies insérées. Alors, la technologie spécifique ici, c'était de suivre au niveau très proche le positionnement d'un petit saumoneau. Alors, le capteur, un PETAG, ça pesait 1 gramme. Et monsieur le saumoneau, ou mademoiselle, là, c'est 10 grammes. Ils sont toutes petites. On insère le PETAG là-dedans. Ce n'est pas les étudiants qui touchent aux poissons, c'est le ministère des Ressources naturelles qui touche aux poissons. Ça, c'est défendu, c'est compliqué. Mais puis les antennes, là, parce qu'il fallait creuser dans les rocs, c'est les étudiants qui le faisaient. Les rocs n'ont pas de statut éthique spécifique. Mais ils ont implanté alors les antennes dans le bas-fond du fleuve. Alors avec ça, ils ont mis 250 antennes sous l'eau. Ils peuvent suivre, chaque antenne va émettre un signal, et le PETAG, si il est en présence, il va répondre avec l'identité du poisson. Comme ça, on peut dire qu'à ce seconde-là, le poisson était ici, puis dans quelques secondes, il va être repéré ailleurs. Comme ça, on peut capter le mouvement et de faire suivre dans une journée complète. Faut voir là, auparavant, tout ce qu'on pouvait faire, c'est de faire un recensement à un certain point dans le temps. On mettait les électrodes dans le fleuve, on captait l'ensemble de tous les poissons. Puis on ne peut pas faire tout ça toutes les minutes, parce que les poissons arrivent en haut et il faut les laisser revenir. Bon, avec ces données-là, ils ont bouleversé, c'est juste une maîtrise et un doctorat qui était fait avec ces données. Ils ont pu renverser complètement les acquis sur comment comporter les juvéniles dans le fleuve. C'est-à-dire que changer l'échelle dans le temps et l'espace, ça change la science. Les acquis, les paradigmes qui étaient reçus ne collaient pas avec la réalité. Et que chaque fois qu'on fait ça, qu'on regarde de plus près, on va changer la science. Je peux continuer avec tout ça, j'ai plusieurs exemples, mais je vous montre là que la géomatique apporte quelque chose de spécifique pour en plusieurs disciplines. Mais ce n'est pas juste à changer la science, mais aussi de changer les manières de gérer l'espace, de changer les décisions et de s'intégrer plus dans la société. Nous avons eu plusieurs projets sur le processus de visualiser. C'est en anglais visioning, mais ça ne se traduit pas directement. Là. La verbe ne peut pas être aussi remanié en français. Visionnement, non. Mais revisionner, représentation peut-être,
Mais c'est un genre, le visioning dans ce sens, c'est futur. Et représentation, c'est projection, c'est... Alors, j'ai jamais essayé de traduire ça et je le fais on the fly, là, c'est un peu compliqué, là. Bon, mais préparation aussi pour les risques, faire la cartographie des risques et intégrer ça dans les pratiques de la communauté. C'est d'aller voir avec la communauté pour faire évoluer votre modèle et je ne vais pas faire le vidéo parce que je ne l'ai pas mis sur cet ordinateur-ci. Aussi, sur des questions bien plus techniques que ça, plusieurs des résultats du réseau géoïde seront sur la technologie géomatique. À ce moment, comme vous savez peut-être, le GPS a un problème que ça prend du temps à cause de l'ambiguïté de phase de commencer à recevoir les signaux à une nouvelle position. Si vous faites du kinématique, il y a toujours quelque chose, une perte d'ambiguïté de phase. Les chercheurs à Calgary ont réussi à faire la possibilité de faire non pas une question de 10 secondes ou 15 secondes, mais plutôt dans une seconde, de commencer à recevoir le positionnement au niveau centimètre ou même millimètre. Alors c'est peut-être quelque chose qui sera en rupture, parce que à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On diffuse des données d'ambiguïté de phase, on vous transmet tout ça. Alors les provinces ont payé beaucoup pour ce service de différentiel de GPS, et peut-être toutes ces dépenses ne seront pas nécessaires dans le futur. Comme on sait très bien, ici, le 3D capte beaucoup d'intérêt. À ce moment, c'est coûteux. Il faut investir pour réduire les erreurs, pour réduire les coûts. On avait des exemples avec la compagnie qui avait le nom dans le temps de TerraPoint, qui est maintenant de nouveau racheté à une nouvelle compagnie, peu importe, là, des résultats livrés où l'industrie faisait partie de l'équipe pour évoluer les manières de... je suis passé à un autre. Il n'était pas là? Bon. OK. Il n'est pas là. Alors, le plus grand bénéfice qu'on peut compter directement, c'est pas un résultat, c'est juste un sortant du réseau qui est le ressource brute pour le futur, c'est de former les personnes hautement qualifiées. Alors jusqu'à un certain moment récent, on avait quand même sorti 575 étudiants avec maîtrise et doctorat dans le secteur. C'était pour 10 ans. Mais ça va faire à la fin du réseau pratiquement 800 finissant au niveau vraiment très haut là. Pour les projets actuels qui vont terminer dans un an, on a les axes majeurs, mobilité, changements environnementaux, capteurs distribués un peu moins, et puis récemment on a un gros bloc de projets dans le nord canadien. Alors je vais faire juste une liste ici, on a du 3D, passage du réseau de surveillance en 3D,
je vais en discuter du projet de GeoEduc 3D qui sera présenté à fin de journée dans cette salle prochainement. Enfin encore, voilà beaucoup de projets dans le Nord avec Radarsat. Un qui va essayer de refaire la projection cartographique pour le Nord. C'est quelque chose que je tiens encore. En enseignant la cartographie pour 25 ans, c'est toujours problème que dans le Nord, on fait des mauvaises projections et Google Earth en fait partie de ça dans leur manière. Mais j'insiste pour un moment pour faire promouvoir la présentation de Mme Danielle qui me suit éventuellement sur une équipe vraiment interdisciplinaire, interuniversitaire et internationale. Puis je vous invite à venir voir les résultats de GeoEd à l'événement, c'est la conférence scientifique annuelle de GeoEd dans un congrès international qui va se faire avec le regroupement association GSTI et le 3D GeoInfo pour ceux qui suivent encore le 3D, 14 au 17 mai à Québec. Et aussi l'école d'été de GeoEd qui sera la semaine d'avant avec un thème sur le jeu vidéo venant du projet de Sylvie. Merci. Oh, je dois enlever M. Gilles Cotteret, il n'est plus avec nous. Est-ce qu'il y a des questions, M. Chrisman? Personne? Je vous remercie, M. Chrisman. Je suis passé trop rapidement. Merci. J'ai laissé tomber une diapositive sur la commercialisation et la création de nouvelles compagnies. Je vous signale alors que comme SimActive qui est sur ici dans l'exposition, c'est un projet d'un étudiant sortant du réseau GeoEd. Il y a plusieurs de ces compagnies à travers le Canada qui font exemple de ça, où un étudiant dans sa recherche découvre ou met en place de nouvelles technologies, ils arrivent à le faire commercialiser. Oui. C'est déjà tard. Bon, merci. Alors, je remercie tout le monde.